Notre invité, c'est Jean-François Robin. Bonjour, directeur de la recherche chez Natixis. Je vous fais un peu l'avant-marché. Le prix du gaz a chuté de 15% depuis les propos de Trump. On est revenu sur le pétrole à un niveau autour des $90 le baril et on devrait ouvrir dans le vert. Voilà la situation ce matin. Hier, c'était totalement l'inverse. Changement de monde grâce à 2 phrases de Donald Trump. La guerre est presque terminée et je vais arrêter et je vais ouvrir les sanctions, notamment peut-être sur la Russie pour qu'il y ait un afflux de pétrole. C'est quoi votre analyse ce matin, Jean-François ? Je crois que la première analyse qu'on peut faire de tout ça, et c'est important ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de voir la sensibilité de Trump au prix du pétrole. Lui, encore une fois, c'est l'affordability crisis, c'est la crise du pouvoir d'achat aux États-Unis, il y a les élections de mi-mandat, c'est très impopulaire cette guerre. Le prix du gallon qui est en train d'exploser aux États-Unis autant qu'en Europe, donc c'est-à-dire que alors qu'ils sont moins sensibles au prix de l'énergie étant exportateurs nets. Bref, c'est un vrai problème pour Trump. Et il vient de dire quoi ? Il vient de dire, en fait, moi, je peux pas trop tenir longtemps cette guerre. Donc l'idée que ça durait une semaine, puis 3-4 semaines, va revenir un petit peu le scénario central, je pense. On va voir les États-Unis quand même tout faire pour dire que cette guerre est terminée, que les buts de guerre sont atteints. Et moi, je vous donne mon Et c'était quoi du coup le but de guerre ? Regardez ce qu'a dit hier Trump dans sa communication. Il dit ça va rapidement de s'arrêter quand on en a mis fin aux armes nucléaires iraniennes. Tout d'un coup, il ne reparle que de ça. Il ne parle plus du changement de régime, il ne parle pas de faire du Venezuela, de l'Iran, du Venezuela, etc. Donc je pense qu'il va s'accrocher à un but de guerre qui pourra dire c'était ça mon but de guerre, il est atteint. Et effectivement, se débarrasser du pétrole, du nucléaire iranien, éventuellement on a parlé de forces spéciales américaines qui pourraient aller choper l'uranium, ça rapidement il va pouvoir dire que c'est fait parce qu'évidemment quand vous avez 4000 frappes, 6000 en comptant les Israéliens sur le pays, évidemment ça va être rapidement détruit les capacités de nuisance entre guillemets du nucléaire militaire. Et donc ça, il va pouvoir rapidement dire, je pense, ça c'est une victoire et je m'en tiens là, je laisse aux Israéliens l'éventuel changement de régime qui va devenir quand même quelque chose d'assez compliqué à faire sans troupes au sol. Mais avec une réouverture du détroit d'Ormuz, un pétrole qui revient, une normalisation où on est parti pour un pétrole élevé autour de $100, c'est quand même compliqué pour nos économies. Typiquement, avec mon analyse pétrole, ce qu'on a fait, c'est que nous on pensait plutôt à quelque chose qui durait autour de 2 semaines. Là, on est passé à 4 semaines en se disant dans 4 semaines, on aura de la réouverture. On voit d'ailleurs 7 millions de barils jour de pétrole des pays du Golfe et surtout de l'Arabie Saoudite qui sont en train de repasser, qui passent par la mer Rouge. Donc on n'a pas perdu 20. Il y a aussi tout ce qui était sur les tankers en mer, sur les capacités de stockage en dehors du détroit. Donc on a perdu un peu moins de 20 millions de barils jour. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avec la capacité du G7 et de l'Organisation internationale de l'énergie, on parle de 1,2 milliard de barils jour, éventuellement. De réserve, donc peut-être 400 de plus des États-Unis, donc on aurait quand même un truc qui est comparable à 2022. Ça, encore une fois, il faut mettre ça au regard des 20 millions de barils jour qu'on perd, donc au bout d'une semaine, ça commence à peser. Mais vous avez quand même des capacités un petit peu de faire baisser le prix, et on sent que Trump va tout faire pour faire ça. Maintenant, la capacité à sécuriser le détroit d'Ormuz, on a vu 1 ou 2 bateaux passer. Ça ne va pas durer éternellement, c'est encore une fois de l'intérêt de personne, y compris des Chinois, de laisser ce détroit qui est, encore une fois, répétons-le, c'est 20% du pétrole mondial, c'est 20% du gaz, c'est pas, voilà, il y a 80% qui vient d'ailleurs. Oui, mais ça influe sur le prix. Ça remet quand même, c'est toujours le même sujet, on revient à la dépendance aux hydrocarbures, au prix à la pompe, on cherche tout de suite, les politiques sont interpellés sur que doit faire le gouvernement, est-ce qu'il faut faire des chèques, on tourne en rond quand même. Oui, après, je pense que c'est une très bonne remarque, ce qu'on voit, c'est que notre dépendance au prix du pétrole et du gaz, donc notre énergie qui est importée, et je rappelle que c'est à 99% importé ces trucs-là, alors que notre nucléaire, notre renouvelable, c'est nous, on le fait chez nous, on n'a pas besoin de payer 60 milliards par an pour importer des trucs de Poutine et de Trump, ça remet quand même un petit peu une balle dans le flipper de la transition énergétique. J'imagine qu'aujourd'hui, les interrogations dans les constructeurs automobiles, c'est plutôt, tiens, ça vaut quoi une voiture électrique aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien que les prix du pétrole, il y a une dépendance à ça, qu'on a 11 millions de Français qui se chauffent au gaz, alors qu'on a trop d'électricité en France. Il y a quelques petits trucs qu'il faut qu'on se repose comme bonne question pour la souveraineté énergétique. Renault a annoncé ce matin que sur la marque Renault, il n'y aurait plus de véhicules thermiques à partir de 2030, qu'il n'y aurait Je pense qu'ils font bien. Que de l'électrique. Merci beaucoup Jean-François Robin d'être venu ce matin.